Tu rêves de démarrer ta business ou de la scaler? T'es au bon endroit. Ici Tania Marcoux, passionnée par l'entrepreneuriat et freelance en marketing web. J'ai créé le podcast Viséo pour raviver ta flamme entrepreneuriale et t'aider à réaliser tes idées les plus ambitieuses. Dans ce podcast, je discute avec des entrepreneurs variés de leur parcours unique et des meilleurs trucs pour développer son entreprise. Let's go, t'es capable de Viséo, toi aussi! Salut, aujourd'hui je te présente Kevin Gagnon, cofondateur de Flytrippers, un blog voyage qui rassemble des milliers d'utilisateurs chaque mois et qui a pour but de t'aider à voyager plus pour moins. Découvre dans cet épisode comment tout ça a commencé, comment lui et son partenaire d'affaires Andrew se sont réinventés suite à la COVID, quels sont leurs plans pour le futur. Et j'ai pas pu m'empêcher de demander à Kevin ses meilleurs conseils en termes de vol pas cher, de carte de crédit voyage et de blogging. Reste jusqu'à la fin pour découvrir comment Flytrippers a réussi à devenir viral et à s'étendre à l'extérieur du Québec. Bonjour Kevin, bienvenue sur le podcast Viséo. Bonjour. Donc, juste pour vous mettre en contexte, on s'est rencontrés au Mexique il y a quelques semaines, puis j'ai appris que tu avais fondé Flytrippers. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est quoi, on va tout vous expliquer ça dans cet épisode. Donc, pour commencer, Kevin, je te laisse te présenter qui tu es, qu'est-ce qui occupe ton temps ces temps-ci? C'est ça, dans le fond, moi, ça fait déjà depuis 2016, en fait, depuis 2017 là, que c'est populaire puis que le monde connaisse plus ça, mais qu'on a parti Flytrippers, qui est un site de voyage. Nous, à la base, on repère des deals de vol pas chers, surtout du Canada, États-Unis, Europe aussi, qu'on avait commencé. Donc, on trouve des billets de vol qui peuvent aller... Ce qui nous avait vraiment lancé, c'est des billets qui étaient juste l'autre côté de la frontière, à Montréal, à 100$ aller-retour pour aller en Floride. Fait que ça, le monde n'avait jamais vu ça parce que les prix à Montréal sont vraiment plus cher que ça habituellement pour la Floride. Puis on donnait l'exemple de mon autre cofondateur, Andrew, lui, qui avait été en Floride à toutes les fins de semaine du mois de décembre, juste parce que c'est tellement pas cher que au lieu d'aller au restaurant, mais le vendredi soir, tu t'en vas à Plattsburgh, tu prends l'avion, tu t'en vas en Floride, puis tu reviens dimanche. C'est possible avec des prix si pas chers que ça. Puis personne connaissait ça. Donc nous, on a parti vraiment un site qui repérait à la base tous ces billets-là. On les affichait sur le site pour que les gens puissent les trouver aussi, puis partager cette astuce-là. OK! C'est vraiment intéressant. Je savais pas qu'on pouvait trouver des billets aussi peu chers. Donc, c'est ton partenaire qui a trouvé ça comme ça, sans s'y attendre? Oui, mais en fait, non. Nous, ça fait déjà depuis un bon moment. Les deux, on tripait voyage. On a toujours eu une idée de partir quelque chose sur le voyage. Puis, c'était ça qui nous avait rejoint. Fait qu'on a vraiment parti quelque chose par rapport à ça pour montrer aux gens. Parce que toutes les fois qu'on en parlait à n'importe qui, les gens, ils savaient pas que ça existait. Donc, on voulait vraiment populariser ça. OK, super. J'aimerais remonter dans le temps pour vraiment comprendre ton histoire. Premièrement, dans quoi tu as étudié? En fait, peux-tu me parler davantage de tes études? Mes études n'ont pas du tout rapport avec ce que je fais au day-to-day présentement. Là, on est deux associés là-dedans on a splitté un peu le travail. Andrew fait vraiment tout ce qui est blog, toute la création de contenu sur toutes les astuces. Puis moi, c'est vraiment tout le côté technique, la programmation du site, la programmation de l'algorithme, parce que tous ces deals-là qu'on trouve, dans le fond, c'est plus à la main. Au début, c'était manuel, puis là, on a tout changé ce système-là. C'était quand même beaucoup de programmation pour tout faire ça. Puis moi, j'ai étudié en génie civil, j'ai pas du tout étudié dans ce qui était de la programmation. On avait, je pense, le tronc commun de génie, il y a au moins un cours d'informatique là-dedans, mais c'était assez de base, pas du tout ce qu'on faisait. Donc c'est ça, ça m'a donné une base là-dessus, j'ai étudié là-dedans, et ensuite j'ai travaillé là-dedans pendant 5 ans. J'étais ingénieur, j'ai designé des connexions dans des buildings d'acier. Après ça, j'ai designé des buildings d'acier aussi. J'ai été surveillant de chantier dans des chantiers assez majeurs là, dans l'Ouest canadien, sur le Parlement à Ottawa, à New York, à Boston aussi. Ça, j'ai quand même aimé ça beaucoup. Puis ensuite, j'ai migré, tout ça dans une période de 5 ans, après ça, j'ai migré sur la gestion de projet, toute l'équipe qui allait construire tous ces bâtiments d'acier-là. J'ai fait toute la gestion de ça. Ça s'apparente un peu plus peut-être à ce que je fais un peu présentement là, avec la gestion de projet, gestion d'employés, des contrats, lire les contrats, trouver un peu tout ce qui est à questionner sur un contrat. Fait que c'est ça m'a préparé un peu à Flytrippers, mais à la base, c'était pas du tout là-dedans dans rien qui ressemble à ça là, que j'avais étudié. Mm-hmm. Je comprends. Donc, au cours de tes études, tes emplois, tes implications, quelles parties t'ont le plus aidé à fonder Flytrippers?
Mais c'est sûr, c'est ça. Avec l'emploi, comme je te parlais un peu juste avant, tout ce qui est gestion de projet, ça m'a aidé un peu à faire ça. Sinon, les études, pas vraiment. Même quand je travaillais en structure d'acier, là, tout le bac de 4 ans en génie civil, t'as 2 cours qui sont en structure d'acier là-dedans, là, dans tout le 4 ans que tu fais. Là. Fait que t'as pas grand-chose qui te sert après ça sur le marché du travail. Il faut tout que tu réapprennes. Puis à l'université, tu apprends à apprendre. Puis ça, c'est la seule chose pourquoi je pense que c'est quand même important d'y aller. Là, vraiment, toute ta débrouillardise, puis apprendre à apprendre. Puis ensuite, une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est mes implications parascolaires. Dans le fond, à l'université, la première année, j'allais un peu à mes cours. Après ça, je te dirais que j'allais pas vraiment aucun à mes cours. Puis je travaillais sur un projet en parallèle qui était le canoë de béton en génie civil. Là, il y a quelques universités au Québec qui ont ça aussi, puis des universités américaines. C'est une grande compétition. Tu bâtis un canot en béton de 20 pieds de long, puis il faut que le canot flotte rempli d'eau. Déjà là, en partant, c'est un défi d'ingénierie là, de faire flotter un canot en béton. Parce que les gens se disent ça flotte pas du béton. Là. Puis c'est ça. Là, j'étais rameur là-dedans dans l'équipe à partir de ma première année. Après ça, j'ai fini finalement ma 4e année, j'étais le capitaine de l'équipe. Puis on faisait des compétitions là, partout. En fait, 3 compétitions. On a gagné les 2 premières, puis fini 2e dans la grande nord-américaine avec toutes les grandes universités américaines aussi. Puis tout ce projet-là, toute la gestion du projet, de comment gérer une équipe, c'est multidisciplinaire. Tu as des athlètes là-dedans pour ramer, tu as des gens qui font toutes les formules de mélange de béton pour optimiser ça, pour que ton béton flotte. Après ça, tu as un aspect de communication orale qu'il faut que tu fasses une présentation devant des juges à la compétition, que j'ai participé aussi dans ma dernière année. Puis un rapport technique à décrire tout le projet. Fait que tout ça, c'est beaucoup plus un projet d'entrepreneuriat. Puis ça m'intéressait beaucoup plus parce que mes cours, c'est ça. Comme je disais, j'allais pas vraiment aux cours. J'étudiais 3-4 jours avant l'examen, intensément les examens des années d'avant, puis ça me donnait des notes que j'étais capable de passer quand même. Là. Mais toute l'implication à côté, je pense que ça m'a beaucoup plus appris des choses que je suis capable de me resservir après ça là, en gestion d'entreprise, puis en gestion de ressources humaines aussi, tous les problèmes qu'il peut y avoir dans une équipe. Mais ça, tu peux retrouver ça aussi en entreprise après. Là. OK, c'est super intéressant. Puis au niveau plus technique, étant donné que dans la compagnie, en ce moment, tu gères beaucoup l'aspect web, où tu es allé chercher ces skills-là? C'est ça, j'avais une mini-base avec un cours, je pense, d'informatique pour ingénieur. Mais tout ça, au début, notre premier algorithme était designé sur Excel. Pour dire, on part de loin, là. On avait toute une grosse feuille Excel. Après ça, on a transformé ça, j'ai mis ça en macro sur Excel, que ça se faisait un peu plus automatisé. Puis après ça, c'est tout, c'est en grande partie à cause de YouTube. T'sais, sur YouTube, tu peux tout trouver. Si tu es débrouillard un peu, tu cherches, tu trouves tout sur YouTube, comment faire tout. Puis j'ai aussi fait quelques cours là, sur des sites comme Udemy là, pour des formations vraiment plus particulières sur des langages de programmation que je voulais utiliser. Puis c'est ça, là. C'est même que je me suis formé. Probablement que j'aurais pu le faire avant, mais quand tu commences, puis en n'ayant aucune base, mais tu sais pas trop comment t'aligner puis qu'est-ce que tu as besoin aussi. Là. Fait que c'est en taponnant dedans que tu vas savoir un peu, bon, ben ça, j'ai une lacune là-dedans, mais je vais y aller me former un peu plus sur telle chose. Ouais. Fait que YouTube, c'est vraiment c'est un outil qui est gratuit, qui est merveilleux. Il y a tellement de choses là-dedans. Là. Ouais. Si quelqu'un voudrait apprendre la programmation et part de zéro, combien de temps tu crois que ça prend d'apprendre tout ça? Ben, moi, la première version du site, je suis même pas sûr que je savais que WordPress existait. Là. Fait qu'on l'avait toute faite au complet en HTML, CSS, JavaScript. T'sais, je savais que ces langages-là existaient, puis qu'il fallait que j'utilise ça. Fait que j'ai tout bâti ça c'est en mars 2016 quand je l'ai commencé, puis on a fini à peu près en décembre de la même année. Là. Puis ça, c'est à temps partiel, parce que j'avais encore mon emploi dans ce temps-là. À temps partiel de soir et fin de semaine, là, que je travaillais quand même beaucoup là-dessus. Fait que, puis à la fin, j'avais une bonne base. Je savais ce que je savais pas, plus qu'au début. Fait qu'en 1 an, je pense qu'à temps partiel, tu es capable de te former puis d'avoir une bonne idée après ça de ce que où tu veux t'aligner pour creuser plus profondément puis vraiment après ça t'améliorer. Sauf que je regarde ce que j'ai fait dans ces années-là, puis je vois que je savais encore pas grand-chose. Mais 4 ans plus tard, là, c'est déjà beaucoup mieux. Là. 5 ans même master. OK, c'est bon. Honnêtement, je pense que de tout apprendre ça en 1 an, c'est super, dans le sens que je m'aurais attendu à plus de temps. Mais c'est un apprentissage constant. Là. Ça n'arrête jamais, en fait. Je développe encore des nouvelles choses. Il y a des choses que j'apprends encore. Les choses que tu sais pas, mais c'est dur d'aller les apprendre parce que tu n'as pas encore rencontré le problème. Tu sais pas encore qu'il faut que tu ailles te former là-dedans. Là. C'est vrai, ça me fait penser un peu à mon domaine, au marketing, qui change tout le temps, puis qu'on trouve tout le temps des nouveaux problèmes aussi. Donc, tantôt, tu disais que vous aviez trouvé un super deal pour la Floride. Ça vous a donné envie de partager ces deals-là avec d'autres gens. Plus concrètement, peux-tu me parler des
étapes clés de la création de Flytrippers? Ouais. Fait que c'est ça. Comme je te dis, on a commencé ça en 2016 à travailler. En fait, non, avant ça même, moi et Andrew, depuis un an avant ça, tout 2015, on se rencontrait, je pense, une fois par semaine environ, puis on brainstormait des idées d'entreprise. Les deux, on avait la piqûre entrepreneuriale, je sais pas, on sortait ça de où, mais ça, on savait qu'on voulait se partir une entreprise ensemble. On a parti des petits sites de e-commerce, d'essayer de vendre des parfums, on a essayé de vendre des... Ah, ça n'a jamais marché, on n'a jamais rien vendu, mais on avait essayé, on avait taponné un peu là-dessus. Puis finalement, on n'avait pas la passion non plus de ça, puis ça revenait toujours au voyage. Là, on revenait tout le temps à qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le voyage, puis tout ça. Puis là, finalement, on a dit, on y va avec ça, puis c'est là qu'on s'est lancé en 2016 avec cette idée-là, qui a pris encore une autre année avant de porter fruit. Puis l'autre gros milestone de ça a été en 2017, en janvier 2017, je pense le 4, on est passé dans un média à Trois-Rivières au début, parce qu'on avait un contact avec justement ces vols-là à 100$. Puis ce média-là a été repris après ça à grandeur de la province, on a passé dans tous les médias. Puis ça nous a vraiment lancé. Là. On a eu des spikes de trafic pendant toutes les semaines suivant ça, parce qu'il y avait beaucoup aussi de médias écrits, fait que ça restait plus longtemps. Puis on était capable de capitaliser là-dessus, d'aller ramasser tous ces gens-là sur des pages la page Facebook de Flytrippers Montréal. Donc c'est ça. Ça, on a gardé ça. Là, on est rendu en janvier 2017, qu'on a vraiment lancé au public. Après ça, on a développé plein de nouveaux outils. Pendant ce temps-là, en 2017, on avait encore les deals, on les trouvait tous manuellement. Fait que le matin, on se levait, on cherchait des deals pendant 6 heures. Après ça, on faisait un peu le reste, puis on n'avait pas vraiment de blog encore à cette époque-là parce que ça prenait tellement de temps. Fait que moi, je travaillais en parallèle aussi l'après-midi pour automatiser tout ça. Puis c'est à ce moment-là aussi qu'on a lâché nos emplois les deux, là, parce que moi, j'aimais vraiment mon emploi avant aussi, mais j'avais plus le temps de faire les deux. Fait que je voyais ce qui était le plus prometteur, ce qui m'allumait le plus, c'était ma propre business, c'est sûr. Là. Fait que j'ai lâché l'autre, puis je suis tombé à temps plein là-dessus. Puis c'est ça. Après ça, en l'été 2017, là, on avait une première version de quelque chose pour automatiser tous les deals. Fait que déjà là, ça a enlevé un énorme de travail qu'on a pu se concentrer sur d'autres choses pour développer le site puis développer tout le reste de la page. Là. C'est sûr. Donc, quand vous cherchiez les deals, comment vous faisiez? Est-ce que vous alliez sur comme Google Flight, Kayak, tous ces sites-là? Oui, on cherchait, puis on avait on ciblait déjà, on savait que la Floride, Montréal ou la Floride, c'était une liaison super populaire. Fait qu'on on va sur les sites comme Spirit, qui était celui qui était à Plattsburgh pour aller en Floride justement. Fait que là, on cherchait directement là-dessus, toutes les deals qu'eux avaient, on affichait ça. Puis on n'avait pas beaucoup de villes aussi au début, là, on était concentré Montréal, je pense qu'on avait Toronto, puis New York qu'on avait parti aussi. Puis juste à 3, là, c'était en masse. À cette heure, on a un algorithme qui fouille, puis qu'on en a à travers le Canada, à travers les États-Unis, puis la France aussi, qu'on vient de repartir là, avec le nouveau site qu'on met live imminemment. Puis ensuite aussi, ça a culminé finalement à mars 2020, qu'on était rendu, on avait employé, on était 13 dans l'équipe là, des freelance qui travaillaient avec nous entre 10 et 20 heures par semaine. Là, fait qu'on s'allait super bien jusqu'à mars 2020, parce que mars 2020, on était obligé de mettre tout le monde dehors. On est retombé à 2, puis on est tombé à plus de revenus du tout, puis c'est ça. On savait pas qu'est-ce qui allait arriver avec tout ça. Oui, à cause de la fameuse COVID. Donc, c'est sûr, j'ai travaillé aussi dans l'industrie du voyage et j'ai vu à quel point ça a été affecté rapidement. Donc, j'imagine que vous avez senti l'impact. C'était beaucoup d'inconnus. On savait pas... Ce mois-là n'était pas si pire encore. Là. Vu qu'avec le blog, on donnait beaucoup d'informations sur tout ce qui se passait, tous les changements au niveau des frontières, puis tout ça. On avait encore du trafic quand même raisonnable. Mais c'est ça, à l'été, on s'est fait couper plein de commissions aussi qu'on avait, qui étaient quand même notre gros pourcentage de revenus. Là. Fait que ça, il y avait beaucoup d'inconnus, qu'on savait pas combien de temps ça allait durer, on savait pas rien. Fait qu'on aimait mieux vraiment retomber, downscaler beaucoup, puis vraiment aller faire un ménage dans toutes nos infrastructures, de tout ce qui nous coûtait trop d'argent, on a tout clairé ça aussi, là, pour essayer de survivre cette crise-là. Ouais, donc en fait, je me demandais combien de temps ça a pris avant de rentabiliser ce projet-là, puis comment vous avez réussi à déterminer votre modèle d'affaires actuel. Combien de temps avant de rentabiliser? En fait, on était déjà profitable presque au début, en partant. En partant avec le boost de pub qu'on a eu, je me souviens, moi j'étais en Thaïlande quand ça a explosé dans les médias, puis je me réveille le lendemain matin, j'avais plein de messages d'Andrew, puis je vais voir sur notre Google Analytics, on avait fait, je pense, 1600$ cette nuit-là, pendant la nuit, pendant la journée là-bas. Là. Puis ça, c'était incroyable. On n'avait jamais fait rien qui ressemblait à ça dans ce temps-là. Fait que ça a été une bonne base. Après ça, évidemment, ça a diminué beaucoup là, parce que c'était un pic médiatique. Mais ça a tendance à faire ça, un pic médiatique. Mais un énorme pic au début, puis après ça diminue.
Puis, non, c'est ça, après ça, on a été capable d'aller garder un peu notre monde, les mettre sur des listes de courriels, les mettre sur nos pages Facebook. Fait que là, on était capable de leur renvoyer d'autres deals pour qu'ils reviennent sur le site. Au début, c'était juste la publicité aussi. Là. Fait qu'on avait... C'était notre seule source de revenus. Puis, c'est ça. C'était pas 100%. Mais avec le gros pic qu'on avait accumulé au début, puis on avait chacun déjà de l'argent en banque. Fait qu'on n'était pas obligé de ressortir de l'argent de la compagnie non plus pour commencer pendant les premiers mois. Là. Puis on n'avait pas engagé personne d'autre que nous deux. Donc, on faisait de l'argent les serveurs coûtaient pratiquement rien. Là. C'était ça avec une business de contenu comme ça aussi. Il n'y a pas beaucoup de dépenses quand tu n'as pas besoin de te sortir d'argent pour te payer. Vous aviez déjà mis en place des méthodes pour collecter les informations des gens avant votre premier pic, si je comprends bien. Ouais, on avait déjà une page Facebook, on ramassait un peu déjà des courriels. C'est sûr qu'on n'avait pas de séquence on n'avait pas vraiment d'outils marketing. Puis il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, même présentement, ce qu'on a. Là. Mais on avait déjà une mini-base qui nous a permis de garder une partie de ce pic-là qu'on a eu au début. Puis parmi tous les canaux que vous avez utilisés par la suite avec ces données-là, lesquels ont eu le plus d'impact selon toi? Nous, ça a vraiment été Facebook au début. Là. Ça, c'est 100% sûr, là, parce qu'on avait juste avec le bout, je pense qu'on est monté à 20 000 personnes sur notre page de Flight Trippers Montréal en l'espace d'un mois. Puis je pense que Facebook marchait beaucoup plus aussi en 2017 quand on a lancé ça que présentement. Là, on a vu ça a beaucoup diminué les reach qu'on avait après. Fait que ça nous a vraiment aidé. Puis là, présentement, on travaille là, pour tout, pas de transférer ça, là, mais aussi se diversifier avec une liste de courriels, avec, là, c'est essentiellement ça, là, Facebook puis courriel. Puis on focus vraiment plus sur courriel parce que la liste de courriel est à nous versus le Facebook qui justement décide que leur algorithme ne montre plus les choses qu'on met dessus, ou il les montre moins, mais on n'a aucun contrôle là-dessus. Là. Puis je vais revenir à ta question aussi que j'ai pas répondu, là, de comment on a trouvé comment on faisait nos revenus, en fait, là. Puis c'est ça, au début, on était en publicité, puis après ça, peut-être 6 mois après, on a aussi intégré là, avec plus de blogs, parce qu'au début, on était vraiment juste dans les deals, fait que ça, c'était plus publicitaire, puis on avait aussi une mini-commission sur les vols, là, mais ça, encore de nos jours, c'est minime comme pourcentage de revenus. Et avec toutes les autres affiliations par rapport au voyage, on a essayé d'aller chercher tout ce qu'on pouvait par rapport à ça pour les intégrer sur le site, pour diversifier nos revenus, qui soient plus juste publicitaires. Puis présentement, le publicitaire, il est descendu probablement à 30% versus tout le reste, là. Même peut-être moins que ça. Là. OK, c'est bon. Puis aujourd'hui, vous avez un grand nombre de partenaires. Comment vous avez réussi à bâtir cette base-là de partenaires? Qu'est-ce que tu veux dire par partenaire? D'autres brands qu'on travaille avec? Tous les gens qui vous donnent des commissions sur les produits. Mais ça, en fait, c'est des portails de marketing d'affiliation. Là, mettons CJ, qui est un des gros que nous, on a. Non, c'est pas vrai. On a aussi là, des partenariats avec des banques pour les cartes de crédit. On est souvent directement avec eux. Même si eux font après ça affaire avec un portail pour tout le tracking, puis ça, c'est plus facile. Puis c'est déjà l'infrastructure est là, mais on fait affaire directement avec ces personnes-là aussi, plusieurs banques, parce que ça, il y a tellement de régulation puis plus de contrôle quand tu es avec du contenu financier sur le site, qui est une autre partie. Parce qu'on a 3 parties distinctes sur le site, là, le blog, les deals, puis les cartes de crédit de voyage pour aider à voyager gratuitement au lieu de pas cher. Fait que toute cette partie-là, mais c'est ça, il y a eu des partenariats développés, puis vraiment aller chercher des... Ça a été plus long, puis c'est encore en processus. On essaie d'avoir toutes les grandes banques canadiennes pour offrir vraiment tous les bons produits à tous nos lecteurs. Puis du côté des vols, est-ce que vous avez des partenariats avec les sites qui affichent les vols ou avec les compagnies aériennes? Comment ça fonctionne? Mais nous, c'est tout avec Skyscanner. Là, on a un partenariat avec eux pour les données de tous les vols. Là. Fait qu'on va chercher nos données avec eux principalement. On a d'autres sources aussi à côté, là, mais c'est vraiment le principal, c'est eux. Fait que c'est ça. On va chercher toutes les données de vol. On analyse tout ça avec l'algorithme maison qu'on a pour voir si est-ce que c'est un bon prix ou pas. Parce qu'il y en a, on en analyse des centaines de milliers par jour. Là, fait que c'est vraiment voir ce qui est bon, ce qui est pas bon. On fait le tri de ça. Puis c'est pour ça que cet algorithme-là aussi est toujours à perfectionner parce que ça change, c'est assez dynamique là, comme pricing. Puis ouais, c'est notre partenaire principal pour tout ce qui est billets d'avion. OK. Puis comment vous avez réussi à établir ce partenariat-là? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Ça, je pense qu'on avait juste... on l'a appliqué sur leur site web. Après ça, on a eu quelques appels avec eux. Là, puis on est rentré dans le programme puis ça s'est bien fait. Là, fait que c'était assez simple comme partenariat. Là. OK, super. Donc, je sais qu'il existe vraiment beaucoup de blogs voyage aujourd'hui et il y en a aussi qui se spécialisent dans tout ce qui est, par exemple, carte de crédit voyage, vol pas cher. Comment vous réussissez à vous différencier? En fait,
qu'est-ce que tu dirais qui est votre principal élément différenciateur? Et nous, en fait, c'est qu'on combine les trois. Il y a pas, je pense pas qu'il y en ait d'autres qui ont vraiment le même modèle d'avoir les trois choses. Nous, notre but ultime, notre mission chez Flytrippers, c'est d'aider les gens à voyager plus pour moins cher. Fait que comment tu fais pour voyager plus pour moins cher? Ben, tu peux acheter des billets d'avion moins chers avec nos deals. Tu peux lire toutes nos astuces de voyage sur le blog pour faire toi-même tous les trucs qu'on dit pour voyager moins cher. Ou tu peux y aller avec les cartes de crédit, puis ramasser plein de points pour des points, puis même de l'argent des fois, pour voyager gratuitement ou en payant juste des taxes et des billets d'avion. Il y a plein de twists aussi avec ça. Puis même juste au niveau des cartes de crédit, un autre différenciateur qu'on a, c'est que le but c'est de voyager plus et non de voyager dans le plus luxueux. Ce qui est presque tous les autres sites de cartes qui font, c'est de dire comment tu fais pour voyager en business class. Et nous, c'est de dire comment tu fais pour voyager 6 fois en économie au lieu de voyager une fois en business class. On essaie vraiment de maximiser et de voyager le plus possible pour le moins cher possible. C'est vraiment notre but là, avec Flytrippers. OK, c'est super. Puis si tu remontes là, depuis vos débuts, qu'est-ce que tu dirais qui a été vos plus grandes embûches? Vraiment les moments qui ont été les plus difficiles? Ben là, je pense au COVID parce que c'est assez récent. C'est ça que j'allais dire. Là, de mars 2020, c'est sûr que le coronavirus, nous autres, ça a été un beau défi de voir ce qu'on pouvait faire avec ça. Puis ça a complètement arrêté, comme je te disais, la grosse majorité de nos revenus pendant l'été dernier. Après ça nous a obligés à vraiment couper toute notre main-d'œuvre qu'on avait. Là. C'était quand même dur de passer d'une équipe de 13 personnes à retomber à 2. Là, ta charge de travail n'est plus la même, c'est sûr. Là. Après ça, c'est de couper aussi tout ce qui est superflu, mais tu l'enlèves. Là. Nos serveurs, des fois, n'étaient pas optimisés du tout. J'ai fait un bon travail. Je pense que j'ai passé un mois vraiment à réoptimiser toute l'infrastructure chez AWS qu'on a, de tout réorganiser les serveurs pour que ce soit plus efficace, plus rapide, que ça marche mieux. Tout ça qu'on a mis en place à cause de la COVID, ça nous place, puis on le voit déjà, pendant que ça recommence tranquillement, tout va déjà mieux. Là. On a mis en place des systèmes qui fait que ça va mieux. Fait que c'était plate comme embûche, c'est plate comme dernière année qu'on a eu, que les gens voyageaient pas du tout, puis qu'il a vraiment fallu pivoter aussi. Tout notre contenu de voyage, on n'a pas pu partager de deal. On partageait un deal pendant presque toute la dernière année, puis on se faisait, sur les médias sociaux, là, c'est pratiquement traité de terroriste, hein, parce que fallait pas sortir du pays, puis on pouvait pas même pas partager quelque chose pour 2022. Là. Les gens ils disaient non, c'est ça. Ça a été un grand défi. Puis tout le type de contenu qu'on faisait aussi, on s'est concentré plus sur aider les gens à comprendre les mesures que le gouvernement met en place par rapport à tout ça. Là. Quand c'est qu'on va pouvoir rouvrir la frontière, puis même qu'il y avait des rumeurs de projets pilotes qu'il y avait eu en Alberta, on a détaillé tout ça aussi, parce qu'ils parlaient de le mettre en Ontario, puis peut-être au Québec. Puis finalement, ça s'est jamais fait. Là, mais d'analyser tous ces genres de choses-là, plus ça qu'on a fait, puis c'est ça. Beaucoup d'optimisation, là, puis de travailler pour le futur. Là. Ouais, c'est bon, mais en fait, je pense que vous êtes bien relevé de cette crise-là. C'est pas terminé, mais quand même, vous avez réussi à mettre en place des choses que avant vous n'aviez pas nécessairement le temps de mettre en place. Donc, je pense que c'est un super skills en entrepreneuriat. Si tu avais à recommencer demain, qu'est-ce que tu ferais de différent? Si tu ferais quelque chose de différent. Ça se peut que non aussi. En fait, oui, je pense que toute la première année que j'ai un peu perdu à bâtir un site en HTML, CSS pour après ça tout convertir ça en WordPress. Tu sais, de la sorte que chaque WordPress existe. Je pense qu'on serait allé avec ça en partant. Là, puis on m'aurait sauvé beaucoup de temps que j'aurais pu mettre sur l'algorithme en place au début pour sauver après ça tout le temps qu'on cherchait les deals manuellement. Là. C'est sûr que tout ça, ça aurait pu se faire. Mais en même temps, quand tu sais pas que tu sais pas toute telle chose. Puis si j'avais fait ça, j'ai quand même une très bonne base en HTML, CSS, JavaScript que j'aurais probablement pas eu avant. Puis là, encore là, j'ai fait plein de modifications là, plus techniques sur le site, qu'on modifie le core de WordPress puis tout, que j'aurais eu aucune base par rapport à ça, probablement si j'avais pas taponné là-dedans pendant un an. Là. Mais ouais, probablement je le changerais quand même. Je comprends. C'est quand même une erreur pas si pire, je crois. Pas une erreur, en fait. C'est juste un apprentissage. Mais est-ce que, à travers ce parcours entrepreneurial-là, il y a des ressources qui t'ont été clés? Est-ce qu'il y a des gens, des livres, des podcasts qui t'ont inspiré à travers ton parcours? Ben, je pense que ce qui a tout déclenché, moi, cette idée-là de partir d'une business puis tout ça, c'était quand j'étais justement sur un vol avec deux de mes amis, dont Andrew qui a confondé ça avec moi, vers Vegas, qu'on s'en allait. J'avais downloadé le livre de Tim Ferriss, The 4-Hour Work Week. J'avais ça sur mon téléphone en PDF que j'avais juste downloadé, puis je lisais ça, puis ça m'a vraiment donné une idée. Puis après ça, finalement, j'ai acheté le vrai livre, puis je l'ai lu au complet. Puis vraiment, ce livre-là, ça m'a parti là, sur mon idée de partir une business, puis ça a été une belle inspiration. Mais après ça, ça a été le début, en fait, Après ça, je travaillais dans l'Ouest, je faisais du fly-in, fly-out à Calgary, puis
toutes les fois que j'étais dans l'avion, je lisais un nouveau livre pour me perfectionner dans d'autres choses par rapport au business puis ça, parce que j'ai pas de background en business, fait que c'est en lisant des livres là-dessus, des biographies puis tout que ça a amplifié mon désir de partir quelque chose. Fait que ça a vraiment aidé. Puis des ressources plus techniques, mais comme je disais tantôt, tout ce qui est YouTube, Udemy pour des cours plus structurés un peu. Sur Internet, il y a tellement de bonnes ressources à cette heure si t'as pas besoin du papier que le diplôme universitaire va te donner, tu peux te débrouiller facilement avec tout ce qui est dehors. Super intéressant. Je crois vraiment que The 4-Hour Workweek a influencé beaucoup de gens. Justement, dans l'épisode 1, Ambroise en parle parce que c'est le livre qui a changé sa vie. Puis j'ai rencontré aussi d'autres gens que c'est la même chose. Donc, un super livre à lire. J'ai oublié de te demander tantôt comment tu as rencontré ton partenaire d'affaires, puis comment vous réussissez à gérer ça à deux, parce que c'est quand même un très, très gros projet. Ouais, c'est toujours un défi d'être deux versus une personne. Là. Puis c'est sûr qu'on s'estime... On n'a jamais, je pense, la même idée. Là. C'est tout le temps des débats assez intenses quand on veut faire quoi que ce soit. Sauf que ça se fait tout le temps dans le respect, puis on se connaît, nous, depuis secondaire 2, je crois. C'est un ami d'enfance. On a toujours, même au cégep, on allait prendre des cafés dans un Tim Hortons à parler jusqu'à 4h du matin de plein d'idées, de plein d'affaires. Là. Puis même toutes les discussions qu'on a encore là sur tout le site, même si on n'est pas d'accord, ça se fait toujours dans le respect. Puis c'est un débat qui fait que la solution que, moi, j'avais une idée, puis lui avait une idée, mais probablement, des fois, la solution qu'on va trouver va être meilleure que nos idées, parce qu'on n'a pas la même idée, puis on va débattre jusqu'à temps qu'on ait un consensus de faire quelque chose. Hein. Mais c'est sûr que quand tu es tout seul, tu vas plus vite, mais tu peux aller plus vite dans un mur aussi. Là. C'est vrai, je réalise que c'est super important d'avoir une certaine complémentarité avec son partenaire. Oui, c'est ça. Nous, on est absolument complémentaires. On fait pas du tout la même chose les deux. Là. Fait que c'est sûr que ça aide. Là. Moi, j'ai pas l'intérêt de tout écrire ce que lui écrit comme blog, puis lui aime ça, faire ça, puis il a aucun intérêt, lui, à faire tout ce qui est technique. Ouais. Fait que ça aide beaucoup. Là. Donc, je pense plus à Andrew, mais je sais que vous publiez beaucoup de contenu. Comment il fait pour apprendre aussi rapidement et réussir à informer les gens autant? Lui, je pense qu'il lit tout. Tout ce qui est blog de voyage, il lit tout. Il en mange de ça. Fait que c'est après ça, lui, tout le réécrire, le réexpliquer dans ses mots. Il fait toutes ses recherches, fait des tests, fait un paquet. Dernièrement, on est allé tester nous-mêmes d'aller se faire vacciner aux États-Unis. Après ça, on a réécrit dans des blogs vraiment le step by step, comment tu fais pour aller te faire vacciner, quel État qui l'accepte de traverser de l'autre côté. Après ça, on a fait la même chose pour quand tu traverses à la frontière, vraiment un guide ultime de comment traverser la frontière pour pas arriver en avion au Canada. Donc, toutes des choses qu'on est allé tester sur place. On a fait un peu plus cette année là, avec le COVID. Puis on a fait aussi aller voyager l'été dernier. Comment ça se passe en Europe. On est allé, on fait des blogs là-dessus. Notre expérience, mais sinon vraiment, je pense qu'il lit énormément de plein de sources variées pour après ça aller chercher la vérité, distiller ça au mieux, puis redonner ça à nos lecteurs. OK. Ben c'est vraiment super que vous fassiez tout ça. Pour le futur, comment vous entrevoyez ça? Est-ce que vous voulez grossir et comment vous allez réussir à grossir avec les ressources que vous avez présentement? Ben oui, en fait, nous, on veut grossir, on veut être la référence pour tout ce qui est voyage pas cher en Amérique du Nord. Ça, c'est le but à moyen terme. C'est vraiment réattaquer tout le Canada anglais puis les États-Unis. On a déjà une bonne présence quand même à Toronto, Vancouver, sur nos pages Facebook puis sur nos listes courriels. Mais on va vraiment augmenter. Les États-Unis, on n'est pas encore très là. On avait commencé avant la pandémie. Là. Ça, c'est une des choses qu'on avait coupées, puis l'Europe. Là. Mais ça, on veut repartir tout ce qui est États-Unis, Europe. Ça repart éminemment. Puis on va mettre une bonne dose de marketing aussi là-dessus pour être capable de grossir ça. Là. Fait que ça, c'est les plans pour moyen terme là, de vraiment repartir. Puis idéalement, on va être le plus gros site de tout ce qui est contenu voyage pour apprendre aux gens à voyager plus pour moins. Là. La demande est là, puis elle va être encore plus là après cette pandémie-là. Le travel apocalypse qui disent aux États-Unis que tout le monde va vouloir faire du revenge travel puis repartir en voyage encore plus cette année. Là. Fait qu'on on va être prêt pour tout ça. Là. Je pense que c'est déjà commencé à certains endroits. Aux États-Unis, il n'y a plus de pandémie. Eux autres, c'est fini déjà, puis les aéroports sont pleins, on est allé, puis il y a du monde partout. Il n'y a plus de chars de location nulle part, puis c'est quelque chose. Quel canal vous pensez prioriser? Tantôt, tu parlais de Facebook, mais que maintenant, c'est un petit peu moins puissant. Oui, mais en fait, ça, on n'a pas encore statué complètement là-dessus. Là. Il y a les listes courriels, c'est sûr que c'est intéressant parce que ça t'appartient, mais tout l'aspect viralité, nous, partager un deal,
c'est sûr que c'est quand même viral. Là. Tout le monde tag leurs amis, puis envoie ça à leurs amis. Hey, on s'en va à telle place, puis tout ça. Fait que, tu sais, toute la viralité, mais les médias sociaux, c'est parfait pour ça. Là, puis ça fait grossir quand même très rapidement. Là. Fait que c'est sûr qu'on va pas abandonner ça non plus du jour au lendemain, parce que je pense que c'est un beau canal pour grossir quand même rapidement dans le domaine qu'on est. Là. C'est sûr, je pense que c'est vraiment une bonne opportunité. Vous êtes chanceux de pouvoir exploiter ça. Donc, maintenant, je suis curieuse d'aborder les 3 aspects de Flytrippers. Je suis certaine qu'il y a plein de voyageurs qui nous écoutent en ce moment. Donc, c'est quoi ton meilleur truc en termes de billets d'avion pas cher? En termes de deal, tu veux dire pour le trouver, le billet le moins cher? Pour le trouver, c'est sûr, tu viens sur flytrippers.com, tu cherches ta ville, puis là, tu vas trouver les deals du jour qui sont affichés là. OK. Mais est-ce qu'il y aurait des insights à savoir pour les gens? Ouais, mais en fait, si t'as un peu... La clé dans tout ça, là, c'est la flexibilité. Fait que si t'es pas du tout flexible, puis faut que tu partes de tel aéroport à telle place, telle date, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Mais si tu dis, OK, je peux partir de... Nous, on est quand même très dispersés, là, fait que c'est plus dur à... Mettons, moi, je viens de Québec, fait que si je suis à Québec, je veux dire, OK, je peux partir aussi de Montréal, pas juste de Québec. Fait que ça ajoute. Puis si t'es de Montréal, tu peux dire, je vais ajouter Plattsburgh aussi. Tu t'ajoutes des aéroports qui sont proches qu'il y a d'autres billets d'avion. Même chose pour l'arrivée. Mettons, tu dis, je m'en vais à Paris. As-tu besoin d'atterrir à Paris ou tu peux dire, je m'en vais, le billet le moins cher pour aller en Europe, mettons, c'est à Lisbonne qui est 200-300$ moins cher. Tu atterris à Lisbonne, après ça, tu prends un Ryanair qui va te coûter 8$ là-bas, puis tu vas te rendre à Paris, puis ça va coûter 300$ de moins. À cause de la flexibilité de la destination. Fait que ça, c'est beaucoup plus vrai justement quand tu traverses en Europe, tu t'en vas même en Asie, là, tu prends le billet le moins cher qui traverse où tu veux aller à l'Asie, puis après ça, en Asie, tu as encore des low-cost là-bas qui vont t'amener où ce que tu veux pour moins cher. Puis tu vas visiter une ville de plus aussi entre les deux. Là. Fait que c'est intéressant. Moi, j'ai fait Taipei comme ça, que je serais probablement pas allé, mais parce que mon vol le moins cher allait à Montréal à Taipei, puis là, j'ai visité Taipei pendant quelques jours. Après ça, j'étais allé à Bali, je m'en allais à Bali. Là. Mais ça m'a coûté vraiment moins cher qu'un billet vers Bali directement. Puis l'autre, c'est les dates. Fait qu'au lieu de dire, il faut que je parte le 20 juin, mais je peux-tu partir entre le 15 juin puis le 25 juin? Tu cherches la date la moins chère. Puis ça, il y a un outil qui s'appelle Kiwi sur Internet, là, vous googlerez ça. Sur Kiwi, tu peux faire ça, des rayons, tu choisis, tu peux dire du Québec à Asie. Donc là, il va trouver le billet le moins cher entre Montréal et Asie au complet, puis tu peux dire avec les dates aussi. Ça, c'est la meilleure façon là, pour trouver un billet pas cher, c'est la flexibilité. Fait que plus que tu es de degré de flexibilité, moins ça peut te coûter cher. Puis, à partir de votre site, les gens peuvent justement mettre un range de date, mettre un range de... Ouais, mais ça, c'est un autre site, là, mais nous, on le refait là, justement sur notre site. S'ils vont sur le site, puis en haut, dans l'onglet Flights ou Vol en français, ils vont être capables de trouver cet outil-là. Puis sinon, nous, on fait déjà ce travail-là, en fait. L'algorithme, c'est ça qu'il fait. Il trouve toutes les choses, puis il sort vraiment les prix les moins chers. Fait que là, tu vas voir que... Sauf que c'est sûr que si tu vas aller à Paris, puis que nous, on trouve vers Lisbonne, mais il faut que tu penses que tu peux dire, je vais acheter lui vers Lisbonne, puis je vais prendre un vol pour aller à Paris après. Là. Ou un train ou quelque chose en Europe, là, tout est plus proche. Lisbonne-Paris, c'est assez loin, là, mais en vol, là-bas, ça coûte tellement pas cher. Là, fait que Parfait. Maintenant, l'aspect numéro 2, ce serait quoi ton meilleur conseil au niveau des cartes de crédit? Ça c'est quelque chose que les gens connaissent pas beaucoup. Je peux donner un peu d'exemple de ce qu'on a fait avec ça. C'est donner un exemple à la carte Marriott Bonvoy qu'on parle tout le temps, parce que ça, c'est une carte, je pense que si quelqu'un voyage, ça prend ça dans ton portefeuille. Par exemple, moi, je pense que j'en ai 12 dans mon portefeuille, des cartes de crédit. Là. J'en ai une pour plein d'aspects, puis des bonus de bienvenue qu'ils donnaient, puis après ça, tu t'en sors même plus, tu fais juste la mettre dans un tiroir. Là, mais cette carte-là en particulier, présentement, je pense qu'elle donne, je sais pas exactement comment elle donnait, là, mais je sais qu'il y avait une offre, puis c'est peut-être celle-là qui est encore en cours, qui donnait 17 nuits gratuites si tu prenais 2 cartes. Maintenant, tu es un couple, tu prends chacun une carte. Là, tu as 17 nuits dans des hôtels, puis c'est des beaux hôtels, là, des Marriott. Sauf que la clé, c'est que tu prends pas ça en Amérique du Nord dans des hôtels qui vont être en catégorie 7 à Montréal, puis qui va être vraiment pas si beau que ça. Là. Tu vas... En Europe, il y en avait quelques-uns, mais il y en avait beaucoup en fait en Espagne, j'en ai fait plein en Afrique du Sud, et après ça, en Asie aussi, il y en avait pas mal aussi. Fait que ça, tu peux aller présentement à Bali, tu prends la carte, mettons t'es 2, ou si t'es 1, je pense que c'est 10 nuits présentement si t'es par carte, puis là, t'arrives à Bali, t'as un bel hôtel catégorie 1 qui est super beau, là, j'avais été, puis je sais pas si c'est encore les mêmes, là, mais en tout cas, il y en avait des nouveaux pour les catégories 1 cette année. Puis c'est ça, c'est super beau, là, t'as 10 nuits gratuits là-dedans. Puis cette carte-là, elle donne un certificat annuel aussi ça vaut catégorie 5 dans les Marriott. Puis ça, moi, j'avais pris à Fidji l'année passée. J'avais été dans un bungalow overwater, là, sur l'eau, ça valait 1100$ la nuit. Puis je l'ai eu complètement gratuitement, là. À cause d'une carte oui, tu as un frais annuel de 120$, mais 120$, tu peux l'utiliser pour des chambres à 1000$.
c'est complètement fou. Là. Ça, c'est le genre de choses, le genre de twist qu'on explique beaucoup plus en détail, puis Andrew, il connaît vraiment beaucoup plus ça que moi là-dessus. Là. Fait que, je dis un peu, je lance des chiffres comme ça, mais c'est vraiment tout très bien détaillé sur le site. Là. On a un classement aussi qui donne c'est quoi la valeur que tous ces points-là voient en argent pour voir c'est quoi la meilleure offre présentement. Là. C'est flytrippers/carte. Je crois que tu vas arriver directement sur ce classement-là pour avoir tout ça. Là, ça, c'était pour les hôtels. Après ça, tu as la même chose pour des vols. Là, tu peux prendre des vols avec des points. Ça, c'est plus complexe un peu. Les taxes sont pas inclus jamais avec des vols. Les hôtels, c'est complètement gratuit. Puis sinon, j'ai une autre carte aussi qui me donne accès à toutes les lounges d'aéroport, là, les salons VIP. Ça agrémente énormément n'importe quelle sortie à l'aéroport. Là. J'arrive d'avance, puis tu m'installes là pour travailler, puis là-dedans, tu as tout le temps repas, alcool à volonté, puis tout ça. C'est assez plaisant. C'est laquelle, ça? Ça, c'est la Amex Platinum là, qui les donne illimitées, mais il y en a plusieurs aussi qui t'en donnent, mettons, 6 par année si quelqu'un voyage un peu moins. Parce que la Platinum, c'est quand même plus niche, vu qu'elle coûte, je pense que c'est 699 ou 799 de frais annuels. Mais qui te redonne des crédits puis qui te donne tellement de choses que les 2 premières années, je pense que c'est complètement gratuit finalement avec ça. Puis ça peut valoir la peine si quelqu'un voyage beaucoup. Là. Moi, je l'ai puis je m'en passe plus. Là. Après ça en prend. J'en ai une pour qu'il n'y a pas de frais de transaction étrangère parce que je suis tout le temps parti du Canada. Fait que si quelqu'un, une carte qui te charge tout le temps 2,5%, mais ça monte vite. Puis il y en a d'autres aussi pour retirer sans frais à l'étranger. Puis on détaille vraiment tout ça sur le site. C'est vraiment une partie qui est méconnue. Je pense que c'est du grand public. Les gens connaissent beaucoup moins tout ce qui est ce domaine-là. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur des cartes de crédit, qui ne connaissent pas comment que le pointage de crédit marche. Ça aussi, on l'explique tout sur le site, comment faire pour avoir 12 cartes de crédit puis avoir un pointage en 800 quand même. Là. Puis en fait, dans les faits, ton pointage va monter si tu as plus que tu as de cartes. Là. Fait que on explique tout ça sur le site, mais c'est super intéressant pour avoir des voyages un peu plus luxueux dans tous ces hôtels-là que ce que je suis habitué habituellement. C'est sûr, ça doit être plaisant. Donc là, on a couvert les vols, les cartes de crédit. Le troisième... Le troisième, c'est le blog. Puis sur le blog, c'est là qu'on explique tous les twists, comme ce que je disais, la flexibilité pour les vols, là, si tu veux le faire toi-même. Parce que le premier, en fait, c'est tous les deals. Puis les deals, c'est simple. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. Tu viens sur la page de ta ville, puis là, tu vois vraiment tous les billets qui sont en rabais avec tes dates précises. Mettons, la date qui va être le moins cher là, va être sur le site. OK. Puis en termes de blog voyage, est-ce que tu as des trucs pour les gens qui veulent partir leur blog et le développer le plus possible? Peut-être des manières de rédiger ou des manières de capter l'attention, par exemple? Je pense que c'est de partir. Si vous voulez partir ça, c'est de le partir. C'est de pas attendre super longtemps, puis de mettre beaucoup de contenu. Publier quelque chose tous les jours, tous les 2 jours pour se pratiquer à écrire, parce qu'au début, personne n'est capable vraiment d'être super bon avec ça. Puis, nous, ce qui nous aide aussi présentement, là, c'est tout le SEO, vu qu'on a tellement de contenu, mais on a quand même beaucoup de trafic qui arrive du SEO. Là. Fait que, plus que tu sors du bon contenu de qualité, puis des articles, pas rare qu'Andrew écrit des articles de 2-3 000 mots, puis au-dessus de ça, là, vraiment des guides en détail, puis tout ça. Ça aide vraiment pour le côté SEO. Puis sinon, ben, c'est de bien faire ton marketing là-dessus. Là, mais ça, on est loin d'être des experts en marketing. Ben c'est bon. Je pense que vous avez quand même fait une très bonne job étant donné votre trafic actuel. Vous l'estimez à combien environ par mois? Avant la pandémie, on était rendu à 250 000 utilisateurs qui venaient sur le site chaque mois. Avec la pandémie, ça a descendu à 50 000. Là, fait que là, ça remonte tranquillement. Là, on va repogner 100 000. Je pense que mais que ça recommence, on va être bien positionné aussi pour retourner dans des chiffres plus de ce qu'on avait avant. Là. Ouais. Est-ce que vous pensiez essayer d'autres types de contenus, plus audio, vidéo? Il y a tellement de tendances qui s'en viennent. En fait, la vidéo, on en fait déjà un peu plus. Qu'avant, on n'en faisait pas du tout. Là, on essaie d'en faire un peu plus quand il y a des bonnes offres. On l'a fait un peu avec dernièrement des cartes de crédit là, qu'on explique plus en détail parce que c'est un sujet qui est quand même plus compliqué. Fait que là, on fait des vidéos là-dessus pour vraiment bien l'expliquer. On a fait un aussi pour expliquer un peu nos voyages, de pourquoi on voyageait. Ça, c'était déjà un ou 2 mois là, pendant la fin de pandémie, où on en était, puis tout ça. Là. Fait qu'on essaie d'en faire avec ça. On fait pas vraiment de vidéos inspirationnelles parce qu'il y a tellement de créateurs qui font de l'excellent contenu, puis c'est long à monter, puis tout ça. Puis nous, vraiment, notre créneau, c'est plus l'information, puis de bien informer les gens, puis de leur apprendre quelque chose avec ça. Là. Fait que ça, c'est plus là-dessus qu'on se concentre en vidéo aussi. Je trouve ça super intéressant que, justement, vous en restiez à votre spécialisation parce que ça serait facile de juste s'étendre partout en même temps puis de moins bien faire les choses.
Donc, je pense que c'est une de vos forces. Donc, ça fait le tour de mes questions. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter. Je pense qu'on a bien couvert tout ce que je voulais couvrir. Super intéressant, autant tout l'aspect entrepreneuriat que l'aspect voyage. Je pense que ça va donner beaucoup de insight aux gens. Puis, c'est super intéressant aussi de comprendre votre histoire. On voit aujourd'hui la marque, mais qui se cache derrière et comment que vous avez réussi à en arriver à un aussi gros site et autant d'informations, parce que je pense que c'est votre ressource principale, c'est l'information que vous avez. Donc, j'ai une dernière petite question pour toi. Où les gens peuvent te trouver pour suivre tes aventures, pour suivre ta compagnie et tout ça? Nous, on est sur pratiquement tous les réseaux sociaux quand même, là, mais on est principalement actifs sur notre site flighttrippers.com. Vous allez voir tous les deals qu'on met à chaque jour, c'est tout le temps updaté à chaque jour. Puis sur nos pages Facebook, on en a présentement une par ville. Fait que si quelqu'un qui est de Vancouver, mettez Flighttrippers Vancouver, que vous pouvez voir vraiment juste les deals de cette ville-là. Puis sinon, Montréal, Québec, on est partout dans toutes les grandes villes canadiennes, puis américaines, puis Europe aussi. En France, on avait beaucoup qu'on va recommencer. Sinon, on est sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, partout. Puis si vous voulez suivre moi personnellement, là, je pose pas grand-chose, mais j'essaie d'en mettre un peu plus là, sur Instagram, kevin.flighttrippers, pour voir un peu mon périple au Mexique, puis après ça, où est-ce que je m'en vais dans les prochains mois. Là. Super! Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont suivre ça. Puis, merci pour ton partage aujourd'hui. Merci. Un gros merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Viséo. J'espère qu'il t'a apporté beaucoup de valeur. Si oui, ça m'aiderait beaucoup si tu t'abonnes à ce podcast ou encore que tu le partages dans ta story. Une des meilleures manières de rester motivé et de faire partie d'une communauté d'entraide entre entrepreneurs, c'est ce que je te propose avec le groupe Facebook Viséo. Joins-toi dès maintenant et sur ce, je te dis à bientôt.